Bonsoir à tous, bonjour à tous. Bienvenue à ce jeu défi des 1000 jours. Je suis Laurent Storm, pédiatre à l'hôpital Jeanne de Flandre. Et ce soir, on va s'amuser et on va apprendre ce concept des 1000 jours pour la santé. On sait actuellement que ces 1000 premiers jours de vie, qui vont de la période de la fécondation jusqu'à l'âge de 2 ans, sont capitales pour la santé future. C'est l'environnement de cette période-là qui conditionne la santé des personnes qui vieillissent. Donc bienvenue à cette soirée jeu. D'emblée, je remercie le panel d'experts qui va nous aider à répondre aux questions et à apporter et à argumenter les réponses. Donc il y a 5 experts internationaux, nationaux, les meilleurs du moment sur les sujets qui seront présents. Je les remercie donc et je passe la parole à Sandra Lou qui va animer la soirée. Merci Sandra. Merci professeur. Merci beaucoup. Bonsoir, comment ça va? Alors, le Grand Palais, est-ce que ça va? Ouais, voilà. Et vous savez ce qu'on va faire? On va tous se rapprocher un petit peu. Je vais vous expliquer, parce que sinon ça fait des trous partout. Et je veux quelque chose d'homogène. Je veux des esprits d'équipe à gauche, au milieu et ici. Alors, rapprochez-vous. Oui, dans le fond, on va être obligé de bouger les affaires. Oh, je t'avais dit qu'il ne fallait pas se mettre là. Ça va créer des petits problèmes de couple. C'est pas grave. Approchez-vous. Et pendant que vous vous approchez, je vais vous parler 2-3 petites secondes parce que j'ai été effectivement très touchée qu'on m'ait proposé d'animer évidemment ce jeu interactif pour 2 raisons. La première, je suis moi aussi maman d'une petite fille de 8 ans maintenant et que évidemment tous ces sujets me touchent, me parlent et qu'a priori j'ai aussi envie d'avoir un 2e enfant un jour. Donc tout ce qu'on va évoquer ce soir fera sens pour moi mais fait sens aussi chez vous. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement important. Un autre point à ne pas négliger, pour ceux qui connaissent un tout petit peu qui je suis de Calais. Donc effectivement, revenir sur l'île, c'est un plaisir pour moi. Et je suis ravie évidemment de vous voir et de voir que certains ont eu le plaisir de se déplacer jusqu'ici. Il neigeait pas, il faisait pas si froid. Je pense que c'est plutôt cool d'être venu. En plus, on va passer une bonne soirée. Donc très bien et merci à tous. Ce soir, nous y sommes, tout est regroupé et réunis donc pour ce premier défi avec donc vous, famille, parents et futurs parents, vous, experts mondialement reconnus, vous, CHU de Lille, la Fondation Guy de Marle et enfin vous, Grand Forum, donc des tout-petits, qui avez eu la lourde tâche d'organiser cet événement Experts Famille. Tout est donc désormais prêt pour qu'on passe une soirée fun avec du contenu. Moi, ce que je veux, c'est que vous repartiez d'ici en ayant eu l'impression d'avoir passé un très bon moment, mais surtout d'avoir appris des choses. Et ça, on va le faire ensemble. Je vous propose donc, sans plus attendre, de céder la parole au professeur Umberto Simeoni, pédiatre en néonatologie, un des spécialistes mondiaux des 1000 premiers jours. Sous vos applaudissements, quand même, s'il vous plaît. Ça va? Merci beaucoup, oui. Je vous en prie. Merci pour l'introduction. C'était très long. J'ai failli riper sur 2-3 mots au passage. Allez-y, on vous écoute. Très bien. Écoutez, avant que ce jeu se déroule, je vais tout de même vous expliquer très brièvement autour de quoi il est articulé, de quelle idée, de quelque chose qui est extrêmement important. Je ne sais pas si on a une télécommande. Si, bien sûr. Merci beaucoup. 2-3 images très rapides. La soirée est intitulée Les 1000 jours. Alors pourquoi? C'est parce que, vous le voyez ici, si on compte, c'est bien sûr trop schématique pour être vrai, mais si on compte depuis la conception de l'enfant, en incluant la grossesse, puis pratiquement les 2 premières années de vie de l'enfant, on arrive à 1000 jours. Et nous savons aujourd'hui que cette période est très importante en termes de santé pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte qu'il va devenir. C'est une chose que nous ne soupçonnions pas à ce point il y a quelques années encore. Et le tout début de la vie, en fait, est un moment pendant lequel l'enfant va
s'orienter suivant des trajectoires qui vont finalement le placer sur des parcours plus ou moins favorables, en général très favorables, mais aussi certains qui sont davantage à risque pour toute la vie. Alors les 1000 jours, bien sûr, c'est trop juste un chiffre trop rond pour être vrai. Nous savons que ça commence bien avant, même avant la conception, et que ça se poursuit après l'âge de 2 ans, cette période très particulière de la vie où se joue finalement la santé. Comment est-ce que ça peut se passer avant ? Eh bien, c'est tout simplement les parents qui déjà sont en mesure eux-mêmes, au moment de la fécondation, de transmettre des marques qui ne sont pas seulement leurs gènes, mais également des marques qui reflètent l'effet de l'environnement. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc c'est une période de la vie qui est très importante pour la santé, pour toute la vie, et pour la prévention des principales maladies chroniques que nous connaissons et dont malheureusement beaucoup de personnes décèdent aujourd'hui, qui sont par exemple les maladies cardiovasculaires ou des maladies métaboliques comme le diabète. Cette période a été reconnue maintenant très largement, même au-delà des milieux médicaux et scientifiques. Vous le voyez, c'est des organisations comme l'UNICEF, comme l'Organisation mondiale de la santé, des personnalités politiques ont compris l'importance de cette période et en particulier d'un environnement adapté à l'enfant, environnement au sens large, c'est-à-dire nutrition, environnement relationnel, affectif, l'évitement des stress, autant que possible une limitation de l'exposition aux toxiques. Tous ces événements et ces éléments de l'environnement peuvent influencer le développement de l'enfant, lui envoyer des signaux qui font qu'en se formant, en établissant ses propres fonctionnements, que ce soit la régulation par exemple de sa pression artérielle ou de son taux de glucose dans le sang, il va le faire en recevant ces signaux de l'environnement précoce, notamment la nutrition par exemple, et il va garder après cette régulation toute la vie parce qu'il se sera développé pour s'adapter en quelque sorte à l'environnement. Chaque enfant se développe différemment et ceci en fonction de l'environnement dont il va recevoir les signaux, indépendamment de son génome. Et je termine en précisant que ce concept revient en quelque sorte à la constitution, au début de la vie, d'un capital santé. Vous le voyez sur cette courbe, je ne sais pas si elle est très claire, mais vous retrouvez sur l'axe des X l'âge, la durée de la vie depuis la naissance, ou même le début, la conception et avant. Donc la période des 1000 jours, c'est une période de développement, puis l'âge qui avance, la vie qui avance, et ici le capital fonctionnel d'un individu, c'est-à-dire son capital santé. Et il y a une phase de constitution de ce capital ici. Ce sont ces 1000 jours, très très schématiquement, encore une fois, qui va être influencé par l'environnement dans lequel se passent ces 1000 jours. Encore une fois, au sens large. Le style de vie, bien sûr, des parents, le style de vie qui sera ensuite également, quelque part, enseigné à l'enfant. Et en fonction de ces premiers signaux que le bébé reçoit, il va pouvoir constituer un capital plus ou moins favorable, suivant qu'il s'agit de la courbe rouge ou de la courbe verte. Et ce capital va être plus ou moins important. Bien sûr, très vite, vous savez que pratiquement peu après la naissance, nous déclinons, même si l'enfant continue à grandir, à se développer, en réalité, le capital commence à décliner. Et bien entendu, plus tard, d'autres effets de l'environnement vont se faire sentir, mais ces effets qui sont représentés par cette autre famille de courbes, des effets de déclin fonctionnel, vont bien sûr
arriver d'autant plus tard au seuil qui est représenté ici, qui est celui où peuvent apparaître ces maladies chroniques que nous évoquions tout à l'heure, maladies métaboliques, mais aussi maladies neuropsychiques, maladies respiratoires, les maladies chroniques dites de civilisation, qui sont liées en grande partie à notre mode de vie. C'est pour ça que nous avons compris que la prévention de ces maladies doit être précoce et que même les programmes nationaux de santé, comme le PNNS, le Programme national nutrition santé, doivent s'orienter davantage vers les débuts de la vie, vers les jeunes générations, les futurs parents, les enfants, pour être plus efficients et plus performants. Et c'est une extraordinaire opportunité, et ça ne doit pas être pris comme quelque chose d'inquiétant. C'est une opportunité, finalement, pour donner à nos enfants, mais aussi peut-être plus largement à notre société, plus de chances d'un véritable développement durable. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, c'est trop long, mais j'espère avoir été clair. Merci beaucoup, professeur, pour cette introduction essentielle, c'était important. Vous pouvez l'applaudir, évidemment, bien sûr. Vous restez à mes côtés. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes tous venus ici donc pour avoir évidemment des réponses à vos questions, mais aussi pour participer à un jeu interactif. Vous avez tous avec vous, je crois, un petit bout de papier, ou en tout cas vous êtes assis dessus, sinon, regardez bien. Donc le jeu se fait en ligne et en live. Donc vous avez un téléphone portable, tous plus ou moins. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, votre voisin peut-être en a un. Il faut juste de la 3G, de la 4G ou le Wi-Fi. Et si c'est le cas, vous avez évidemment toutes les indications sur la petite fiche dont je vous ai parlé à l'instant. Donc on va pouvoir commencer. Vous pouvez jouer donc évidemment avec vos collègues, mais vous êtes par équipe. Donc il y aura l'équipe bleue, non c'est violet là-bas, je vois rien avec ma lumière, je crois que c'est violet, bleu et jaune. Donc on va se rendre tous ensemble avec les petits portables, enfin, sauf moi parce que je ne l'ai pas avec moi, sur le site kahoot.it. Donc regardez bien comment ça s'écrit, kahoot.it. Là, il vous est demandé de rentrer un game pin. Alors évidemment, si vous n'êtes pas anglais, c'est pas simple, mais vous connaissez tous un petit peu les codes qu'on doit rentrer. Il s'affiche ici. Le game pin, c'est donc le 150 238. Vous ne trompez pas, rentrez bien le numéro. C'est bon, jusque-là, j'ai perdu personne ? C'est limite hein, quand même. Ils sont très concentrés. Il vous a ensuite demandé un nickname, un surnom. Pour cela, il faut entrer la couleur de votre équipe et votre prénom à la suite. J'ai bien dit à la suite. Je vous donne un exemple. L'équipe Violette, avec Sandra, par exemple. Vous tapez Violet Sandra. C'est bien, voilà, super. On arrive donc dans le jeu. Au fur et à mesure, vous verrez apparaître vos noms sur les deux écrans. Allez-y, continuez. Tout le monde s'en sort ? Ouais, ça se remplit vite. Hein. Allez-y. Je vais encore attendre 2 petites secondes. Et on va voir si tout le monde est au clair avec tout ça. Tout le monde a rentré son petit nom ? Ouais. Tout fonctionne chez tout le monde ? Non ? Le code PIN ne marche pas. Vous étiez à 2 doigts de m'en mettre une. Hein. Le code PIN ne marche pas, je ne comprends pas, je vais être remboursée. C'est gratuit, madame. On peut pas. C'est très étrange. Réessayez si vous pouvez prendre le temps. Vous avez plus le code PIN, évidemment. Sinon, si ça ne fonctionne pas, vous avez la dame qui est à vos côtés. Vous êtes dans la même équipe, du coup. Vous êtes dans l'équipe jaune. On est soudés, hein. C'est vraiment par équipe. Est-ce qu'on peut faire un test tous ensemble ? Oui ? La majorité est inscrite ? Levez la main ceux qui ne sont pas inscrits, juste pour moi. Bah vous sortez, allez hop, non je rigole, restez avec nous, c'est pas grave. Donc si ça n'a pas fonctionné pour vous, bon tant pis, mais ça marche par équipe comme je vous le disais, vous serez quand même une équipe gagnante même si personnellement vous n'avez pas réussi à vous connecter. Donc, je vous propose une question test. Première question, à votre avis, quel est le dessert préféré du professeur Umberto Simeoni ? Ah. Alors, on a quelques choix de réponses.
Elles vont s'afficher dans quelques petites secondes. Je vous demanderai évidemment à ce moment-là de réfléchir, c'est très dur, vous vous en doutez. Gâteau au chocolat, tarte à la fraise ou moelleux au citron. Et vous avez 2 secondes encore pour voter. Gâteau au chocolat? Est-ce que... c'est vrai ou pas? C'est tout à fait vrai, c'est... Voilà, avec un gâteau au chocolat. Oh, elle a dit oui, avec entre autres plein d'autres trucs. Tiramisu peut-être, on sait pas, c'est bon aussi. Hein. Voilà. Voilà, mais il n'était pas proposé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc tout le monde a compris? Tout le monde a compris, on est bien? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir commencer? Devant, on est très très motivés. Hein. Oui, allez, faut y aller là. Allez, on y va. Tout le monde est prêt, on y va? Allez. Catégorie 1, le projet d'enfant, avec pour thème le style de vie des parents avant la conception. La question 1, et là je vous demande un silence de mort, vous êtes parfait. La santé d'un individu se construit avant même sa conception. Réfléchissez bien, la santé d'un individu se construit avant sa conception. Il y avait le même qui était à l'envers. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et vous avez décidé de voter, et oui, pour vrai. Mais vous pouvez vous applaudir déjà, c'est bien. Étant donné qu'on enchaîne, parce que nous avons une question de ce coup-ci sur la thématique du rôle du père. Alors, le style de vie du papa avant la conception influence la santé du bébé toute sa vie durant. D'après vous, est-ce que le style de vie du papa avant la conception influence la santé du bébé toute sa vie durant? Non, pas du tout. Oui, mais moins que celui de la maman. Oui, et autant que celui de la maman. Je vous laisse réfléchir. C'est pas si simple. Eh ben, oui, et autant que la vie de la maman. Justement, on est d'accord, c'est parfait. C'est la bonne réponse. Nous n'avons pas encore toutes les connaissances sur ce sujet-là, mais de nombreux arguments indiquent que, en tout cas avant la conception, le style de vie du père, son mode alimentaire, ses expositions à des toxiques éventuellement, l'activité physique, le sommeil, jouent un rôle aussi important, bien entendu, que celui de la mère. Et c'est par l'intermédiaire de marques que l'on définit comme épigénétiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ce mot. Ce sont des petites marques biologiques sur les gènes qui marquent notre style de vie, qui peuvent être transmises effectivement à l'enfant. Est-ce que vous avez compris, messieurs? Ben oui, votre rôle important. Parce que nous, ça fait quand même des millénaires, j'ai envie de vous dire, qu'on se trimballe un sac à dos super lourd de « faut faire gaffe hein, parce que tu fumes pas, tu bois pas, tu machin... » Mais vous aussi, hein, à un moment donné, il faut faire attention. Monsieur, il doit se sentir visé, il dit « qu'est-ce que me regarde ?» Ah non, bah, vous voyez pas parce que je regardais le monsieur de devant. Ça peut se transmettre sur 2 générations aussi. Ah, vous voyez, c'est bon enfant, ça va bien se passer. On va tout de suite enchaîner donc avec la suite. On vous retrouve tout à l'heure. Voilà, vous pouvez prendre place et jouer aussi, hein, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. On passe à la catégorie la plus importante dans ce défi. C'est laquelle, d'après vous? Alors, le monsieur, hein, on n'a plus rien à dire. Hein, là, gros... Eh ouais, la grossesse, évidemment. Et pour cette catégorie, je vous propose d'accueillir le professeur Laurent Storm, le professeur Olivier Parent, vous étiez là, et le docteur Françoise Molena. On va parler de l'alimentation, ce sera la thématique. On recommande de manger du poisson 2 fois par semaine, y compris pour les femmes enceintes. Je vois des gens qui font ça déjà, je n'en sais rien. Concentration, voici tout de suite quelques propositions. Vrai, le bénéfice nutritionnel est supérieur au risque. Pour la mémoire, il faut en manger tous les jours. Faux, à cause des métaux lourds dans les poissons. Et la bonne réponse est... Vrai, le bénéfice nutritionnel est supérieur au risque. On enchaîne, toujours avec l'alimentation, restez concentrés. Pendant la grossesse, chut, il faut prendre de l'acide folique et de la vitamine D. Acide folique, vitamine D, ça vous parle? Ok. Alors, est-ce que c'est vrai? Oui, pendant toute la grossesse. Uniquement l'acide folique au premier trimestre ou l'acide folique au premier trimestre et vitamine D au 3e. Concentration. Ah. Alors, pour ça, je vais demander au professeur Laurent Storm de réagir, parce que cette question, elle est quand même pas évidente. Hein.
On a un public de connaisseurs, Oui. je me rends compte. Donc, si on répond à la question du poisson d'abord, je vais prendre Donc là, j'ai listé tous les facteurs de l'environnement, les principaux facteurs de l'environnement susceptibles d'impacter la santé future. Vous voyez qu'il y en a énormément. Et parmi ceux-là, il y a les oméga 3, les facteurs nutritionnels. Les oméga 3, ce sont des lipides particuliers qu'on trouve essentiellement dans les poissons gras surtout. Et il y a de multiples études qui montrent le bénéfice pour la santé, notamment pour le développement, le neurodéveloppement de l'enfant futur, de prendre des aliments contenant des oméga 3. Sur cette diapo ont été mesurés à l'âge de 6 ans le QI des enfants, alors que les mères se sont alimentées avec des oméga 3, du poisson, 2 fois par semaine, en respectant les recommandations, et d'autres qui avaient des taux bas d'oméga 3. Et vous voyez donc, dans ces études de cohorte, il y a un lien entre consommation et oméga 3 et devenir neurodéveloppemental à l'âge de 6 ans. On remarque aussi que la consommation d'oméga 3 améliore, a des bénéfices aussi cardiovasculaires, avec, à l'âge de 6 ans, une pression artérielle plus faible lorsque la maman a consommé des oméga 3. Tout ça sont des arguments, mais il y en a beaucoup d'autres, pour le bénéfice de respecter la recommandation du Programme national nutrition santé, qui recommande de manger du poisson 2 fois par semaine, dont au moins un poisson gras, saumon, sardine, maquereau et hareng, pendant la grossesse et la période de lactation. Donc ça, c'est pour les oméga 3. Je poursuis. La vitamine D fait aussi partie de ces facteurs de l'environnement susceptibles d'avoir un impact sur la santé future. On s'aperçoit, c'est un vrai problème mondial, qu'une personne sur 3 dans le monde est déficitaire en vitamine D. Toutes les zones grises que vous voyez là sont des zones où il y a au moins une personne sur 3 déficitaire en vitamine D. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Et dans nos pays, voilà les fluctuations de la concentration de vitamine D en fonction des mois de l'année et des saisons de l'année. Et vous voyez que, en période hivernale, les taux sont les plus bas, ici, et l'été, les taux sont plus hauts parce que la vitamine D provient en partie de la synthèse qui se fait au niveau de la peau, provient en partie de l'alimentation. Et là, malheureusement, les aliments contiennent peu de vitamine D. Il y a peu d'aliments qui contiennent des vitamines D, c'est toujours un peu les mêmes, des poissons, notamment des poissons gras, mais finalement, l'alimentation apporte peu de vitamine D, c'est surtout l'effet du soleil sur la peau. On sait que prendre de la vitamine D, que les déficits en vitamine D pendant la grossesse a un impact sur la grossesse. Il y a plus de pathologies placentaires, plus d'hypertension artérielle qui est associée à un déficit en vitamine D, et plus de diabète gestationnel, de diabète pendant la grossesse. Et il y a probablement aussi un excès de prématurité, donc il y a un bénéfice pour la maman à ne pas être déficitaire en vitamine D. Et on sait maintenant, de façon récente, que la supplémentation en vitamine D pendant la grossesse réduit le risque de pathologie respiratoire chez l'enfant plus tard. La vitamine D intervient pas seulement que dans le métabolisme du calcium et du phosphore, pas seulement donc sur les os, mais intervient aussi sur de multiples tissus, et notamment le système immunitaire, réduit le risque allergique et améliore la défense immunitaire, donc réduit le risque infectieux. Et donc je crois que j'ai une diapo qui indique que, attention, la supplémentation en vitamine D est nécessaire pendant la grossesse.
Merci, professeur Storm. Elle est géniale, la photo du bébé. Il est top, lui. Hein. Il n'est pas content. On va passer. Pas eu Merci sa beaucoup, vitamine D. professeur. On va passer à la question 5. On va changer de thématique. On va parler d'autre chose que l'alimentation, puisqu'on va passer à l'activité physique. Avec cette question, est-ce que l'activité physique, même modérée, est dangereuse pendant la grossesse? Et là, je serais curieuse de voir vos réponses. Alors, ça va apparaître dans quelques instants. Vrai, pendant la grossesse, il faut se reposer. Vrai, il y a un risque de fausse couche. Faux, elle apporte bienfaits pendant et après la grossesse. Alors, exactement faux. Elle apporte des bienfaits pendant et après la grossesse. Toujours la parole donc au professeur Storm. C'est exact. C'est exact. Bonne réponse, public de connaisseurs donc. L'activité physique, les obstétriciens nous le disent depuis longtemps, a un vrai bénéfice pendant la grossesse pour la maman et la future maman. Il y a moins de prise de poids pendant la grossesse, il y a moins de risque de diabète gestationnel, qui est très fréquent pendant la grossesse, il y a moins de risque d'avoir un bébé macrosome, et qui dit bébé donc avec un poids plus important. Et quand un bébé est trop gros, il y a un risque de difficulté à l'accouchement, donc moins de difficulté à l'accouchement. Et l'activité physique pendant la grossesse aussi réduit le risque de dépression du postpartum. Ça, c'est des bénéfices qui sont démontrés chez la mère, bien connus de longue date. On sait maintenant que, il y a des essais chez les animaux qui ont montré le bénéfice de l'activité physique, notamment lorsqu'on fait nager une rate gestante pendant 10 minutes par jour, on s'aperçoit que les petits ratons, c'était les premières études qui ont été faites, les petits ratons ont un meilleur développement, se repèrent mieux dans un labyrinthe que les autres. Et on a compris le mécanisme. L'activité physique pendant la grossesse permet le meilleur développement du cerveau. Et maintenant, les études récentes montrent que chez l'enfant, l'activité pendant la grossesse bénéficie à l'enfant à 5 ans. Les enfants de mères physiquement actives pendant la grossesse ont un meilleur développement du langage et du comportement social. Donc une intervention pendant la grossesse a un impact à l'âge de 5 ans. Et on sait aussi qu'à plus long terme, l'activité physique pendant la grossesse bénéficie à l'enfant. À 15 ans, les enfants de mères physiquement actives pendant la grossesse ont moins d'obésité et moins de surpoids. Donc bénéfice à très long terme de l'activité physique pendant la grossesse. Et en 2 mots, les recommandations actuelles qui découlent des bénéfices qui sont connus, il est recommandé pendant la grossesse d'avoir une activité physique qui sollicite les aptitudes cardio-respiratoires d'intensité modérée, au moins 30 minutes par jour et au moins 3 fois par semaine. D'y ajouter des exercices de renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine, répétés 15 à 20 fois, de privilégier continuité et régularité plutôt qu'intensité. Il n'y a pas de limite supérieure de durée. Voilà pour l'activité physique. Ben merci. Un petit mot, c'est ça? Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose en tant qu'obstétricien. Il ne faut pas avoir peur de l'accouchement prématuré. L'activité physique, ça n'a jamais provoqué l'accouchement. Ça peut donner des petites contractions, mais n'ayez pas peur de l'accouchement prématuré lié à l'activité physique. C'était important de le préciser, effectivement. Alors, on va parler d'un autre sujet, une autre thématique qui vous touche, mesdames. C'est évidemment la prise de poids. On est d'accord avec ça? Ça fait flipper quand on est enceinte. Alors, en cas de surpoids, est-ce qu'une perte de poids, même légère avant la grossesse, est-elle bénéfique? C'est une vraie question importante. En cas de surpoids, une perte de poids, même légère avant la grossesse, est-elle bénéfique? Oui, certainement. Non, aucun rapport. En fait, j'hésite. Alors, vous dites quoi, vous? Vous hésitez ou pas? La réponse, maintenant. Eh bien oui, certainement. Et pour y répondre, Olivier Parent. Très bien, bonne réponse. Effectivement, vous êtes très fort. Il y a vraiment un bénéfice à essayer de débuter sa grossesse avec le poids le plus normal possible. On sait que le poids de départ, quand on est enceinte, est corrélé aux complications de la grossesse. C'est pas trop la prise de poids qui est dangereuse, c'est le poids de départ. Et on sait que beaucoup de complications de la grossesse sont liées à la surcharge pondérale, à l'obésité ou au surpoids. En particulier, on en a déjà parlé tout à l'heure, le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle et ses complications,
le fait d'avoir un macrosome, c'est-à-dire un gros bébé, avec les complications que ça peut entraîner à l'accouchement. Et puis, dans le cas particulier des femmes qui ont été opérées de l'obésité, qui ont eu des chirurgies, on appelle ça nous des chirurgies bariatriques, hein, c'est-à-dire des bypass, des chirurgies pour maigrir, ça va générer des carences. La grossesse n'est pas incompatible, mais il faudra prendre des précautions et compenser avec des suppléments ces patientes-là. Donc, il y a vraiment un bénéfice à prendre en charge cette surcharge pondérale. Et ce qu'on a marqué à côté de l'étoile, c'est que les complications, elles sont dépendantes de l'IMC, c'est-à-dire du poids. Plus on a un surpoids, plus il y a de complications. Donc finalement, c'est un message plutôt positif. Il suffit de perdre un peu de poids pour arriver à réduire son risque pendant la grossesse. Et les femmes qui sont en surpoids vont nécessiter une prise en charge adaptée. Alors là, je vous ai mis dans le petit carré le pourcentage de femmes enceintes obèses et en surcharge pondérale. Et vous voyez que c'est 10% des femmes enceintes ont une obésité, 20 à 25% des femmes actuellement en France ont une surcharge pondérale. Alors c'est un chiffre qui n'est pas anodin. Là, c'est pas je vous ai mis juste ce petit graphique pour rappeler les valeurs en France. Alors ça, c'est pas les femmes enceintes, c'est la population française en général. Sur les données de 2012, c'est les dernières qui sont disponibles, qui montrent qu'on a à peu près en France actuellement 15% de gens qui sont en situation d'obésité. Alors ce diagramme il montre 3 petites choses. Premièrement, que ça a vraiment augmenté. En 20 ans, ça a doublé le taux d'obésité. Donc c'est vraiment un problème de santé publique. Deuxièmement, les femmes sont passées devant les hommes. Les femmes, c'est les petits carrés orange. Et vous voyez que depuis 2005 à peu près, il y a plus d'obèses chez les femmes que chez les hommes. Et puis voilà. Alors c'est des taux qui sont importants, mais par rapport aux États-Unis, c'est le double, plus du double même. Hein. 35 à 36% des femmes sont en situation d'obésité aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une surcharge pondérale pendant la grossesse? On a dit qu'il fallait une prise en charge adaptée, ça veut dire quoi? Il faudra éviter de prendre trop de poids. Il va falloir mettre en place une activité physique. On a vu tout à l'heure que ça pouvait améliorer beaucoup de choses. Et dans les patients qui sont en surcharge pondérale, ça va diminuer les gros bébés, ça va améliorer le risque de diabète, ça va diminuer la plupart des complications. Et puis le diabète gestationnel, ce fameux diabète, il faudra le dépister chez les femmes qui sont en surpoids. Là, c'était pendant et avant la grossesse. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire donc, puisque si on se place avant le début de la grossesse, dans la préconception, on va pouvoir avoir à agir, puisqu'on a dit que c'était le facteur à réduire. Donc, c'est la réponse à la question qui vous est posée. Donc, quand on a une surcharge pondérale, il faut essayer de perdre du poids, il faut améliorer son indice de masse corporelle. Ça améliore la fertilité, ça améliore les complications de la grossesse. Donc, il y a un réel bénéfice. Chez les patientes qui ont été opérées, il faudra corriger les carences. Il faut se méfier des régimes. Hein. Quand on est en surcharge pondérale, on a envie de faire le régime. Mais pendant la grossesse, il faut faire attention parce que les régimes faits n'importe comment vont pouvoir générer des carences. Il faut mettre en place des mesures diététiques avec un spécialiste de la nutrition. Et puis, il faudra programmer la grossesse. Alors, les patientes qui sont dans les cas extrêmes, en très très grande surcharge pondérale, il vaut mieux qu'elles soient suivies dans des centres spécialisés. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on a dit qu'il fallait limiter la prise de poids. La prise de poids, vous allez me dire, c'est combien la prise de poids? C'est difficile à dire. En moyenne, on dit que c'est 12 kilos à peu près. Mais en fait, la prise de poids, en réalité, il faut l'adapter à son poids de départ. Plus la patiente est à un poids élevé, moins il faudra qu'elle prenne de poids pendant la grossesse. Et là, il y a des recommandations. Par exemple, une patiente qui est en obésité, il ne faut pas qu'elle prenne plus de 7 kilos pendant la grossesse. Une patiente qui est en surcharge pondérale, elle va pouvoir prendre un petit peu plus. À l'inverse, une patiente qui est trop maigre, elle a une prise de poids recommandée qui est nettement supérieure. Quand on prend trop de poids, est-ce que c'est dangereux pendant la grossesse? Oui, ça va être difficile après de revenir au poids de départ. Quand on a accouché, il va falloir les reperdre tous ces kilos. Hein. Et en général, il faut les reperdre dans les 6 mois. Hein. Sinon, ça devient plus difficile. Ça va avoir des conséquences fonctionnelles. Si on prend 25 kilos, on va avoir des douleurs articulaires, on va avoir des difficultés pendant la grossesse. Et puis, ça peut générer aussi des complications au moment de l'accouchement. Donc voilà, un plaidoyer pour essayer de réguler son poids avant d'être enceinte, avec un bénéfice de toute façon, même si on ne peut pas faire à l'impossible une étude, même si on arrive à réduire un petit peu, c'est bien. Merci, professeur. Vous m'avez envoyé sur la suite, c'est génial. Ça va, vous arrivez toujours à suivre? Oui. Il y a des enfants ici, je trouve ça génial, parce qu'ils sont hyper gentils, hyper calmes. Vous les avez piqués un peu? Non, même pas? Non, ils sont très sages.
Ah, on va parler de quelque chose aussi qui nous taraude, hein, mesdames, parce que avant, on avait une vie. On aimait bien quand même de temps en temps faire la fête, on aimait bien boire un petit coup. Mais est-ce qu'on a le droit de boire un petit coup? Alors, alcool et grossesse, nouvelle thématique. Une femme enceinte peut tout à fait boire occasionnellement un verre de vin ou une bière. Là aussi, je serais curieuse de savoir ce que vous allez répondre, hein. Est-ce qu'on a le droit? On va voir ça tout de suite. Vrai, à petite dose d'alcool et sans conséquence. Faux, même à très petite dose, l'alcool a un effet néfaste. La réponse, évidemment, est faux. Même à très petite dose, l'alcool a un effet néfaste. Professeur, toujours. Tout à fait vrai, bravo. La réponse est juste. Alors sur l'alcool, les messages sont assez clairs. On va essayer de passer la diapositive suivante. Juste, je vais vous couper 3 secondes. Il y a donc 2 personnes qui ont répondu qu'à petite dose, c'était pas grave. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ce serait drôle. C'est des hommes qui ont voté ou quoi? Non? Ah, ils veulent pas se dénoncer, hein? Ils veulent pas se dénoncer. Vous pouvez y aller alors. Ils se dénoncent pas. Non, c'est vrai que le message est assez clair. On sait maintenant que la consommation d'alcool a des conséquences fétales, néonatales, néfastes pendant la grossesse et pendant même le reste de la vie. On sait que l'alcool, c'est un des produits les plus dangereux, les plus tératogènes, c'est-à-dire celui qui donne le plus de malformations possibles qu'on connaît pendant la grossesse. Et en plus, l'alcool, ça passe très très bien le placenta. Quand vous avez la concentration dans le sang de la maman, il est égal à la concentration dans le sang du bébé. Il y a une équilibration des concentrations. Et même encore plus dans le lait. Donc quand on est enceinte et qu'on boit de l'alcool, le bébé va avoir la même concentration d'alcool que chez vous, et même pendant l'allaitement. Et on sait que l'alcool, ça a une toxicité directe sur les cellules nerveuses. Donc d'où l'idée, risque de malformation, risque de troubles du développement. Et c'est dose dépendant. Plus on en prend, plus il y a des risques. Et on pense que c'est dangereux tout au long de la grossesse. Au premier trimestre, bien sûr, parce qu'au premier trimestre, c'est là que tous les organes du bébé se mettent en place et ça peut donner des malformations. Et puis pendant tout le reste de la grossesse, ça va donner pas forcément des malformations, mais des troubles du développement neurologique du bébé qui va garder après pendant toute la durée de sa vie. Alors, on a l'habitude de présenter ce type de diapositive quand on parle des complications liées à l'alcool. Vous voyez, un iceberg, ça représente assez bien. Ce qu'on voit, ce qui est connu, c'est les grosses malformations liées à l'alcool. C'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui entraîne des retards de croissance, des malformations, enfin des choses très graves. Et par contre, ce qu'on ne sait pas bien, c'est le reste, tous les troubles neurologiques du développement qui sont liés à l'alcool, qui sont probablement sous-estimés parce qu'on ne les diagnostique pas. Et on pense que ce n'est pas très grave de boire un verre ou de temps en temps. Et pourtant, très probablement, il existe des conséquences du développement du bébé ultérieur. On sait qu'actuellement, la consommation d'alcool, on l'exprime en nombre de verres par jour. Vous allez me dire, nombre de verres, ça veut dire quoi? En fait, c'est assez... Ce schéma montre bien... En fait, les verres, vous savez, selon le type d'alcool, il y a des verres adaptés. Les verres à bière, le verre à coupe de champagne, le ballon de vin rouge, le verre à pastis. Et vous avez, en fait, dans ces verres-là, il y a la même quantité d'alcool dans chaque verre. On considère qu'un verre dit standard, ça représente 10 grammes d'alcool. Donc on prend autant d'alcool en prenant une bière qu'en prenant un whisky, si le volume de whisky correspond à un verre à whisky. Donc, évidemment, si vous mettez du whisky dans le verre de bière, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est pire. Donc ça, je crois que c'est un message qui est important. Une bière, c'est pas mieux, c'est pas moins dangereux qu'un verre, qu'un pastis. Il y a la même quantité d'alcool par verre, à peu près 10 grammes. Alors, en dehors de la grossesse, vous savez que les nouvelles recommandations disent qu'il ne faut pas dépasser 2 verres par jour, qu'on soit un homme et une femme, et pas plus de 10 par semaine. Mais pendant la grossesse, c'est 0. Le risque lié à la consommation d'alcool, il est important même dès le premier verre, très probablement. Alors que ce soit la maladie alcoolique où les gens sont dépendants ou l'alcoolisation occasionnelle, dans tous les cas, le risque pour le bébé, c'est le même. Il est lié à la prise du toxique, à la prise de l'alcool. Alors, on a l'habitude de différencier plusieurs types de prise d'alcool. La consommation régulière chronique, avec plus de 2 verres par jour. La consommation ponctuelle importante, c'est ce que les épidémiologistes appellent souvent l'effet cuite, plus de 5 verres dans une soirée. Et puis, la consommation occasionnelle modérée, celle qui fait le plus poser de questions.
On sait qu'une consommation très importante en une soirée, si ça arrive en début de grossesse, au moment où les organes du bébé se mettent en place, ça peut provoquer des malformations, même si le reste du temps, il n'y a pas de consommation alcoolique. Alors pour les consommations occasionnelles minimes, actuellement, il est impossible de définir une dose minimale d'alcoolisation sans risque. Donc le message, c'est zéro alcool. Le risque existe très probablement dès le premier verre. Voilà ma réponse. Merci, professeur. Oh. Vous avez compris le message? Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important, évidemment, vous le savez. Allez, on passe à la préparation à la naissance. Comment les deux parents peuvent-ils se préparer à accueillir leur enfant? On a tous une petite idée là-dessus. Moi, j'en avais une aussi. En lisant des livres ou des témoignages sur des forums, en assistant à des séances de préparation à l'accouchement, en étant accompagné et écouté par une sage-femme, en écoutant ensemble lors de l'accouchement. Et vous avez répondu, tous, en assistant à des séances de préparation à l'accouchement, et on va en discuter tout à l'heure parce qu'il me semble que c'est pas exactement ça, à moins que vous vouliez tout de suite en discuter. On revient après dessus. Voilà, on va faire ça. On enchaîne avec le stress. On est stressé quand on est enceinte, mesdames. Le stress. Pensez-vous que le stress ressenti par la maman ait un impact sur le développement du fœtus? Oui, non. Ah, il y a des dames qui vont oui, bien sûr. On va voir. Non, le fœtus est protégé. Oui, selon la sévérité ou la durée du stress. Non, si les facteurs de stress sont confiés et pris en compte. Ah, alors vous avez été mauvais sur les deux, pardon de vous le dire. On va vous expliquer un petit peu. Justement, avec nous, le docteur Françoise Molena. Bonjour. Donc, je suis pédopsychiatre, donc tout ce que je vais dire là vient de ce que j'ai appris, ce que nous avons appris des parents, des enfants dans leur développement, mais beaucoup des parents qui nous ont parlé de leur parcours, des difficultés qu'ils avaient pu rencontrer, et puis quand on a pu commencer à travailler avec dès la grossesse, de pouvoir suivre ce qui se passe pour eux, et en particulier bien sûr auprès de parents qui sont confrontés à ce qu'on appelle des facteurs d'insécurité, c'est-à-dire qui peuvent liés aux événements dans le présent ou liés à des événements du passé, etc. Donc je le dis parce que c'est ce qui on est biaisé. Je suis biaisée par le fait que c'est autour des histoires difficiles et grâce à ce que les parents ont pu exprimer qu'on peut formuler des hypothèses ou des conseils. Alors, les séances de préparation, tout dépend comment elles sont faites. Voilà. Ouais. Donc, on est passé des cours de préparation informatifs, donc en groupe, et la sage-femme, ou le médecin, ou le kiné, quelquefois, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, informer, préparer à l'accouchement. Et donc, en expliquant. Et comme me dit une sage-femme récemment, quand j'ai commencé, moi, mon travail de sage-femme, je m'organisais pour donner toutes mes informations et qu'il n'ait plus de temps pour écouter les questions des parents auxquelles je n'avais pas de réponse. Donc, tout est là. C'est-à-dire comment les parents, pendant les séances de préparation, peuvent poser leurs questions et avoir les réponses dont ils ont besoin. Donc, ça induit, pour la préparation, des conditions qui ont beaucoup évolué maintenant, personnalisées si c'est nécessaire, donc ne pas se priver de séances individuelles dans les cas où on a besoin d'un dialogue singulier avec un professionnel, qui est en général la sage-femme. C'est la présence du père, alors c'est tout à fait nouveau. Les pères étaient très vaguement accueillis. Il ne nous est souvent pas à venir. Et les sages-femmes le disent maintenant qu'elles préféraient voir les femmes seules. C'était compliqué, quoi, de voir une femme, un homme, ou tout ça mélangé. C'était compliqué. Et puis, les choses ont changé grâce à ce qui a été évoqué au début, c'est que, et puis surtout pour le confort des familles, c'est qu'on se rend compte, il y a des travaux maintenant très récents et très précis sur l'impact
de la présence du père, la participation du père à toutes les séquences du suivi de grossesse et d'accouchement bien sûr, et de postpartum, sur le développement ultérieur des enfants. Donc on a des résultats qui sont qui viennent confirmer au fond ce que les couples profondément désirent, mais n'osaient pas exprimer parce que le système était ainsi fait du fait qu'on n'avait pas les connaissances actuelles et que on n'osait pas quoi. Donc le changement, c'est quel type de préparation, et ça se discute à l'occasion d'un entretien prénatal, précoce si possible, plus tardif selon les contextes de travail, ou dans un dialogue avec le couple, avec la femme, avec le couple, quelquefois avec monsieur seul aussi, ça peut arriver, va se décider le type de préparation qu'on peut proposer. Donc il y a des préparations très centrées sur le corps, qui sont, et en particulier pour les mamans qui ont des histoires difficiles, qui ont vécu des drôles de choses dans leur construction, qui sont mal à l'aise dans leur corps, qui peuvent avoir des problèmes d'ailleurs de poids avec tous les aspects psychologiques derrière, enfin d'insécurité, d'angoisse. Ce travail de préparation, cette rencontre entre la future mère, le futur père et le bébé in utero autour dans des échanges très corporels avec les techniques qui existent maintenant, l'autonomie, etc., ont des résultats formidables. C'est-à-dire, c'est quoi les résultats formidables? C'est d'abord la rencontre de ces trois personnes qui se fait dès la grossesse, qui se familiarisent, l'éprouver. Je cite des paroles de sages-femmes qui disent, mais si je vois cette femme enceinte seule, elle vit les mouvements fœtaux, les changements corporels, c'est souvent pénible, désagréable. Quand son conjoint est là et prend sa place, c'est tout autrement, quoi. C'est-à-dire ils sont ensemble et ce qui les relie au fond à l'histoire de ce couple, au désir de faire cet enfant, du père de protéger sa compagne, elle qui se sent entourée. Et du coup, les sensations corporelles sont vécues très différemment. Enfin, je donne cet exemple pour montrer combien l'état d'esprit des séances de préparation est important. Donc, essayez d'anticiper dès que possible, dès que vous en éprouvez le besoin. Ça peut se discuter déjà très tôt. La possibilité d'aller voir une sage-femme, de prendre contact avec une sage-femme en collaboration avec le praticien obstétricien si c'est lui qui suit la grossesse, pour pouvoir déjà vous faire des choix et surtout dans le dialogue avec la sage-femme qui pourra un peu vous entendre et vous conseiller, vous dire écoutez, ça serait peut-être pas mal, quitte à ce qu'elle envoie à une autre qui a une technique qui paraîtrait plus... Donc c'est vraiment, il faut que vous puissiez être informé des différentes possibilités, surtout essayer d'y aller en couple, et puis il faut le vivre pour se rendre compte combien c'est utile pour la relation avec le bébé, pour l'accueil du bébé, que la mère se sente en sécurité, que le père en salle d'accouchement soit là, accueille son bébé, crée un lien lui-même avec son bébé. Il existe maintenant des sages-femmes qui peuvent recevoir des couples en train de se séparer. C'est-à-dire, madame arrive seule, en disant, non, je suis en train de divorcer, voilà. Et est-ce que peut-être le papa de cet enfant, il souhaiterait accueillir aussi son enfant en salle d'accouchement? C'était inimaginable ce genre de choses il y a quelques années. Et finalement, le père vient en séance de préparation, il est là en salle d'accouchement, il donne un coup de main à madame à la maison, il se sépare parce que voilà, il avait choisi de se séparer, mais il a créé un lien avec son bébé. Et ça, c'est extraordinaire pour le devenir de l'enfant. Voilà, donc alors la question du stress, c'était la deuxième question. Oui. Il a été dit par plusieurs d'entre vous, et par Umberto Simeoni en particulier, que l'impact du stress sur le développement du bébé dès la grossesse et après, il est illustré par des études, c'est bon, on le sait. Par contre, il y a différentes catégories de stress. Il y a un stress d'adaptation, c'est-à-dire qu'on est enceinte, on a souhaité, décidé plus ou moins, d'avoir un enfant, et puis la grossesse arrive et c'est plein de changements, quoi.
les pleins changements dans le corps, dans la place, dans le couple, dans les émotions. Donc ce changement est générateur d'une certaine forme de stress, comme dans beaucoup d'étapes de la vie de changement. À l'adolescence aussi, on peut être stressé. Quand on a une maladie somatique, on peut être stressé. Mais c'est un stress d'adaptation, c'est-à-dire qui mobilise les énergies pour passer d'une étape à une autre. Par contre, il y a des stress, enfin des niveaux de stress qui sont soit chroniques et toute la grossesse et qui n'évoluent pas, ou des stress violents, brutaux, à cause d'un accident. Enfin, il y a aussi des études qui ont montré que des événements comme des guerres ou des bombardements, une explosion, etc., on a pu étudier le devenir des enfants et observer les conséquences à long terme sur les enfants d'un stress violent. Alors, ce qui est ennuyeux quand on raconte tout ça, c'est qu'on se dit, mais alors, si j'ai bu un verre, c'est la catastrophe. Alors, je vais peut-être reprendre, m'accrocher à ce qu'a dit Olivier Parent, qui est tout à fait fondé. Mais quand même, ce qui est formidable, c'est qu'on puisse ouvrir, proposer à ces couples une qualité d'échange suffisante, sans jugement, sans conseil autoritaire, sans dire attention madame, c'est pas bien, etc., pour qu'ils puissent confier leurs difficultés. Alors oui, confier leur addiction, confier son alcool, c'est pas facile. Donc, tout le fait même de confier ce qui nous tracasse, nos peurs, nos consommations, nos produits éventuels, nos angoisses, notre isolement, le fait qu'on a peur, qu'on ne sait pas comment on va s'y prendre, que la famille n'est pas là, puis qu'il vaut mieux qu'elle ne soit pas là parce que ça a été trop compliqué. Bref, pour confier tout ça, il faut des dialogues de confiance. Il faut que vous puissiez rencontrer un professionnel, des professionnels dont vous êtes assuré, alors par les forums, que vous serez entendu. Ce n'est pas facile d'amener des éléments qui concernent l'image que nous avons de nous-mêmes en tant que futurs parents, quoi. C'est déjà pas si simple d'être assuré qu'on va y arriver, que tout va bien se passer. Il peut y avoir des aléas obstétricaux, mais confier des éléments plus difficiles et qui touchent au sentiment de sa propre valeur. Voilà. Donc, quel que soit le niveau de stress, il mérite d'être accompagné, d'être confié, dit, et déjà, le stress diminue à partir du moment où il est entendu dans une relation sécurisante. Si vous voulez, pour le dire autrement, quand on est envahi par une émotion négative, peur, angoisse, dévalorisation, culpabilité, etc., le fait de pouvoir l'exprimer à un professionnel dont c'est le métier, qui sait maintenant comment accompagner et trouver les réponses et proposer des réponses, le fait de le confier, de se sentir entendu, réduit le taux d'anxiété. C'est le premier des traitements de l'angoisse ou du stress, c'est d'être entendu dans ce qu'on ressent. Donc, c'est quand même très réconfortant, rassurant, si on peut dire, parce qu'on peut passer vraiment des moments difficiles dans une grossesse, et auxquels on ne s'attendait pas. Donc, plutôt que de s'enfermer, d'avoir peur d'être regardé de travers, parce qu'on est comme ci, qu'on est comme ça, qu'on consomme, ou qu'on... Au contraire, il faut y aller et pouvoir le dire, à condition, bien sûr, de rencontrer une équipe, un professionnel qui est suffisamment, lui, en sécurité pour pouvoir entendre et proposer des solutions. Et c'est vrai que pour l'alcool, c'est un très bon exemple, parce que les médecins et les sages-femmes en obstétrique, les obstétriciens et les sages-femmes, avaient beaucoup de mal à poser la question de l'alcool, et ils nous disaient, mais parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, quoi leur dire, c'est pas bon pour le bébé, et après ? Et que depuis que les pédiatres ont dit que si on connaissait un risque d'imprégnation alcoolique chez le bébé, on pouvait suivre le bébé tout de suite dès la naissance, tout petit, et qu'on améliorait grandement son devenir. Donc on avait un outil, une réponse à apporter aux parents qui souffraient de cette addiction, quoi, on n'a pas toujours choisi l'addiction. Et donc, on va dire, bon, mais c'est important que vous nous le disiez, parce que si vous aviez un problème avec ci ou avec ça, on pourra mettre en place tout de suite, le pédiatre viendra vous voir, il verra votre petit, et il va suivre avec vous le développement de votre petit, et son avenir sera... Voilà.
Merci. Donc, je ne sais pas s'il faut résumer pour le stress. Il y a un stress normal qui n'est pas toxique. Il y a un stress plus important qui dure toute la grossesse. Et c'est vrai que le stress important de la première grossesse, la future maman qui est perdue, qui ne sait plus où elle est, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui a peur, je ne vais pas y arriver, etc., ça mérite et ça a besoin d'être accompagné, parlé, partagé avec tous les moyens qu'on a désormais pour pouvoir rassurer au sens, pas rassurer trop vite, mais on comprend, on entend et on va pouvoir vous conseiller ça et ça. Merci beaucoup, docteur Molena. Merci à vous trois. Je vais maintenant demander à d'autres professeurs et docteurs de me rejoindre ici pour aborder les 2 catégories de notre défi des 1000 premiers jours. Alors, j'appelle le professeur Damien Cuny, le professeur Dominique Turc et le docteur Catherine Saligné, s'il vous plaît. Et donc, on va enchaîner avec la catégorie 3 sur l'environnement des 1000 premiers jours et la thématique sur l'environnement intérieur. Avec cette première question, alors concentrez-vous tous les 3, du coup vous n'êtes plus que 3, enfin plus ou moins. L'air intérieur est moins pollué que l'air extérieur. L'air intérieur est moins pollué que l'air extérieur. D'après vous, vrai, les transports et les industries sont très polluants. Vrai, mais seulement à la campagne. Vrai, c'est pourquoi il ne faut pas trop ouvrir les fenêtres. Faux, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Ah voilà, eh ben, très bien. Faux, c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'était une bonne réponse. Vous êtes contents? Ouais. Ouais, vous sautez de joie, vous êtes tous... ouais. Ah bah dis donc, je vais ramer moi. Allez, question 11, c'est parti. Sur l'environnement intérieur, toujours. L'humidité et la température agissent sur les polluants. Restez concentrés quand même, vous êtes là pour gagner des trucs de dingue. Hein. L'humidité, non, c'est faux, ça va très vite maintenant. En augmentant, ils tendent à aggraver la pollution intérieure. En augmentant, la pollution a tendance à diminuer. Les logements sont très peu concernés par ces problèmes. Mais vous avez de très bonnes réponses, quand même. Hein? Un cerveau en vaut mieux que... Non? Je sais pas, c'est très bien. Alors, écoutez, je crois qu'il faut que je tourne ma page. Laissez-moi 3 secondes. Voilà. Prise de parole, voilà, le professeur Damien Cuny. Ça va? Très bien, bonsoir à tous. Donc j'aurais pas grand-chose à dire puisque effectivement bon, hein, on a un public ouais, qui est connaisseur. Alors quand même un certain nombre de choses sur l'air intérieur qui vont en fait recouper les 2 questions. Voilà, ça marche. Donc lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe chez nous, eh bien effectivement vous aviez parfaitement raison puisque les polluants peuvent se concentrer dans nos maisons. Alors pour plusieurs raisons, il y en a 3 principales. D'abord, dans nos maisons, nous avons beaucoup de sources qui sont résumées sur ce schéma, qui n'est pas très pédagogique, mais finalement qui est significatif, puisque effectivement, il y a beaucoup de sources. Ensuite, on va avoir beaucoup de produits différents. Et puis, évidemment, à la maison, nous avons tendance à avoir des environnements intérieurs qui sont calfeutrés, isolés de l'extérieur, pour tout un tas de raisons. Et donc, effectivement, les produits vont s'accumuler, les concentrations vont augmenter et on va avoir une exposition qui est très souvent supérieure dans l'intérieur des maisons qu'à l'extérieur. Alors, à côté du dessin, vous avez globalement les grandes catégories de polluants et puis finalement, parfois un petit peu des débuts de solutions. Alors, si on résume, vous voyez, vous avez la pollution extérieure qui peut rentrer, mais là, tout de suite, on va tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues. Ça vaut quand même la peine d'ouvrir et d'aérer parce que c'est l'une des solutions les plus efficaces. Alors maintenant, vous pouvez très bien me dire, oui, mais moi j'habite à côté d'une route fréquentée, etc. Oui, bien sûr. Eh bien, quand même, ça vaut le coup. La simple précaution à prendre, c'est évidemment de ne pas ouvrir à un moment où vous avez un embouteillage en bas de votre fenêtre, si c'est le cas. Mais ça vaut toujours le coup d'ouvrir. Il y a de nombreuses études de la littérature qui le montrent. Ce n'est pas vraiment à démontrer. Les matériaux que vous utilisez chez vous, peu de gens le savent, mais depuis 2012, il y a un étiquetage des matériaux qui se développe de plus en plus et qui permet de vous indiquer si vous achetez des matériaux qui vont émettre des produits ou pas. Et il y a une notation qui existe et on pourra en reparler si vous voulez. Tout ce qui brûle pollue. C'est facile à retenir, pollution et combustion, ça rime. Donc tout ce que vous brûlez chez vous, et vous pouvez imaginer très large, eh bien, ça pollue. Nos activités aussi sont responsables d'un certain nombre de polluants à l'intérieur. Le premier polluant d'une maison, c'est le tabac, et de très loin. Une cigarette, 4000 produits différents.
Donc moi personnellement, dans mon laboratoire, avec mes équipes, lorsque l'on mesure dans une maison quelque chose, s'il y a des fumeurs dans la maison, tout ce que l'on mesure, c'est proportionnel à leur consommation tabagique. Et généralement, eh bien, on ne voit rien d'autre. Donc c'est la première source de pollution à l'intérieur d'un logement, clairement. Alors après, quand il n'y a pas de fumeurs, on peut nous mesurer d'autres choses. Et puis les produits domestiques, les produits de bricolage, les produits d'entretien, etc., eh bien là aussi, mais on peut agir. Et ça, c'est le message. S'il y a un message à passer, c'est que si je vous disais, ben voilà, ce qui se passe chez vous, au revoir, bonne soirée, ça serait quand même, un, anxiogène, et surtout, deux, ça serait faux. Parce que ce que je vous dis là, effectivement, c'est la situation réelle. Maintenant, ce qu'il faut surtout dire, c'est que, eh bien, avec des conseils simples, de bon sens, eh bien, on va pouvoir réduire notre exposition d'une manière très significative. Alors, mais vous allez voir, hein, c'est vraiment des choses qui sont faciles à appliquer et on les a résumées en 10 conseils. Alors qui, en fait, derrière chacun, implique tout un tas de choses, mais en fait, si vous appliquez ces 10 conseils-là, eh bien, vous allez grandement, très significativement réduire votre exposition. Et c'est vrai, bien sûr, pour les futurs mamans, les jeunes mamans, les papas, les bébés, les enfants, c'est l'exposition pour tout le monde. Alors, on pourrait être plus précis, faire des focus plus précis sur un certain nombre de sources, mais on ne fume pas. Les matériaux sont étiquetés, il faut regarder, et vous allez avoir sur le marché de plus en plus de produits étiquetés. Il y a des appareils qui ne se bricolent pas. Alors, le bricolage, c'est un hobby, mais une chaudière, c'est pas un hobby, et donc ça se fait réparer par un professionnel. De même, une cheminée, ça se entretient et ça se fait ramener tous les ans, et c'est mécanique. On utilise des produits chimiques, on ne va pas se priver. Dans mon équipe, on ne dit jamais à quelqu'un, sauf le tabac et l'alcool, mais c'est moins notre domaine d'action, on ne dit jamais, ne faites pas, c'est interdit, sauf le tabac. Parce qu'on essaye d'avoir des conseils qui sont vie réelle compatibles. Donc on ne va pas vous dire, vous ne lavez pas votre maison. Mais il y a un certain nombre de stratégies à adopter. Notamment, posez-vous la question de savoir si tous les produits, vous en avez besoin et de les utiliser d'une manière rationnelle. On évite l'accumulation des poussières, on limite la présence des animaux domestiques. C'est parfois difficile. On assure un renouvellement d'air du logement. Alors, c'est non seulement ouvrir ses fenêtres 2 fois 10 minutes par jour, mais faites attention à vos systèmes de ventilation qui soient aux normes et entretenus. Les systèmes et les produits de purification d'air, c'est vraiment déconseillé, mais ça, on pourra y revenir si vous voulez. La température, c'est entre 18 et 20 degrés. Et tous les problèmes d'humidité doivent être pris au sérieux. C'est vecteur de beaucoup de choses, l'humidité. C'est vraiment un ennemi du logement, l'humidité, et donc c'est vraiment à combattre en premier. Enfin, on pourra revenir sur l'ensemble de ces conseils, si vous le souhaitez, après les autres présentations. Merci, professeur Cuny. Tout va bien? Oui. J'ai toujours mes petites équipes. Vous n'avez toujours pas retrouvé de réseau, j'imagine? Non. Puis vous n'avez pas checké, vous n'avez pas envie. Non. Bon. On va rester donc avec la demoiselle qui est là-bas. Oui, tu me l'as montré, c'est bien. Ici, et monsieur. D'accord? Mais vraiment, vous participez? Vous soufflez les réponses et tout? Ouais. Tout le monde est mort. Hein. Ça y est, c'est fini. Vous êtes tous perdus. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est, mais vous êtes tous décédés. Allez, on passe tout de suite à la dernière catégorie du défi. La dernière, bébé est là. C'est bien quand bébé est là. Allez, la thématique qu'on aime toutes, l'allaitement. Ah, j'ai entendu un A. Exactement. Lorsqu'une mère nourrit son bébé au sein, elle le fait. Elle le fait pourquoi, d'après vous? C'est pas forcément si évident non plus, cette question. Pour l'enfant, lui seul en tire des avantages. Pour elle et son enfant, il y a des bénéfices pour leur santé. Pour elle seule, cela ne change rien pour l'enfant. C'est... Voilà. Exactement, très très bonne réponse. J'ai eu très peur de la dernière réponse en jaune. Elle est bizarre cette réponse. Allez, on passe à la suite. Ma page 24 ne veut pas se tourner. Vous voyez, on est déjà à la page 24, c'est bien ça. Hein. Question 13, toujours sur l'allaitement. Un bébé peut être nourri exclusivement au sein pendant... 2 points. Ouvrez les guillemets et concentrez-vous. 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors là, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et vous avez répondu 6 mois et c'est toujours une bonne réponse. Vous pouvez vous applaudir. Je ne sais pas si vous participez tous, mais c'est bien. Question 14. On va passer à la diversification maintenant.
À partir de quel âge de l'enfant, pardon, j'oublie un mot, peut-on introduire d'autres aliments que le lait? Pareil, je pense qu'on a tous plus ou moins une idée, j'imagine. Avant 4 mois, entre 4 et 6 mois, dès qu'il y a des dents, pardon. Avant 4 mois, entre 4 et 6 mois, dès qu'il y a des dents. Voilà, donc entre 4 et 6 mois, vous êtes parfait. Et oui, c'est un sans faute, vous êtes très bien. J'ai envie de donner la parole au professeur Dominique Turc. Oui, c'est vous, il faut se réveiller. Je ne sais pas si j'ai des choses très importantes à dire, parce que les bonnes réponses sont arrivées. On peut parler musique, si vous voulez. Mais on va quand même dire un petit mot. D'accord. Okay. Vous inquiétez pas. Donc les bénéfices santé, effectivement, touchent non seulement les bébés, mais les mamans. Pour les mamans, c'est une perte de poids plus rapide après la grossesse, c'est moins de dépression du postpartum, plus la pêche après l'accouchement, et puis aussi moins de risque de cancer du sein et de cancer de l'ovaire plus tard dans la vie. Pour les bébés, c'est surtout la protection contre les infections et puis la réduction du risque de surpoids et d'obésité pendant l'enfance et l'adolescence. Pour l'allergie, c'est un petit peu plus discuté et les bénéfices ne sont pas aussi clairs. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question concernait la période pendant laquelle les bébés pouvaient, je dis bien pouvaient, non pas devaient, qui on est pour dire aux parents ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de choix plus personnel que celui de la durée de l'allaitement. Donc, pouvaient être allaités exclusivement. La réponse est effectivement 6 mois. Ça veut dire qu'après, on peut poursuivre, mais que l'enfant a besoin d'autre chose, c'est-à-dire les aliments de diversification. Et puis le dernier point qui était quand est-ce qu'on peut, là encore, on peut donner autre chose que du lait à l'enfant. On appelle ça la diversification. C'est un joli mot parce que ça veut dire qu'il faut varier les plaisirs et varier l'alimentation et non pas le faire sur un mode dogmatique et répétitif. Donc c'est raisonnable effectivement de ne pas le faire avant 4 mois. On considère que ça augmente le risque d'allergie chez les petits. Et puis c'est raisonnable de ne pas démarrer après 6 mois, puisque après 6 mois, c'était la question précédente, le lait à lui tout seul, quel qu'il soit, le lait de maman ou le substitut de lait ne suffit plus. Voilà, en tout cas vous êtes très bon. Voilà. Merci professeur. Bon, on lâche rien, hein. Plus que 2 questions. Après c'est terminé, on passera à la réponse, etc. Qui a gagné, l'équipe bleue, jaune ou violette? Vous êtes prêts? Non, c'est nul, hein, vraiment. Il reste 2 questions. Ah, merci, monsieur Laurent. J'aime bien ton prénom, finalement. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, ça va, on a bientôt terminé, tenez bon. Question 15. Les liens d'attachement. Lorsqu'un nouveau-né pleure, c'est le plus souvent qui l'a? Qui l'a quoi? Ça, c'est les grandes questions. Faim, on lui donne à manger. Sommeil, on le laisse pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mal au ventre, sans doute à cause du lait. Besoin du contact de ses parents, on le prend dans ses bras. Ah, ça s'est joué à pas grand-chose, hein. Effectivement, c'est bien le contact de ses parents. On le prend dans ses bras, on va en parler dans quelques instants. Question 16, la dernière. La dernière question. Je ne sais pas, peut-être que ça peut déterminer tout un groupe. Faites gaffe. Toujours sur la thématique de bébé, là, les rythmes du bébé. Donc, mon bébé de 15 jours ne s'endort que dans mes bras. Et c'est tout à fait normal. Alors, c'est normal, pas normal? Les réponses vont apparaître. Vrai ou faux? Alors, vrai ou faux? Je vous laisse vous concentrer encore 3 petites secondes. Vrai. Effectivement, et pour nous en parler, le docteur Catherine Saligné. Hop, j'ai des petites diapos. Bon, ben voilà, il est là. Vous n'avez pas trop mangé, vous n'avez pas du tout bu, vous n'avez même pas respiré. Enfin, un peu dehors, mais surtout pas dedans. Et enfin, il est là. Et effectivement, il a besoin de quoi maintenant? Il a besoin de sa maman, parce qu'il a besoin de se construire sereinement. Il a besoin de sécurité interne pour avoir confiance en lui. Et cette sécurité interne, il n'y a que vous qui pouvez lui donner. Vous devez être sa base de sécurité. Quand je dis vous, c'est la maman et le papa, comme l'alpiniste qui revient au camp de base, comme le bateau qui a un port d'attache. Un bébé, ça a un besoin fondamental de réconfort. Et non, on ne laisse pas pleurer un bébé. Et ce réconfort, on va lui donner par le contact. Ce qui construit un attachement sécure, c'est d'abord et avant tout le contact physique, bien avant
les interactions psychiques. Donc c'est vraiment le contact physique et le respect de ses besoins et de ses rythmes. Donc il vient de naître. Pendant 9 mois, il a entendu quoi? Le bruit du cœur de sa maman, il a été bercé au rythme de ses pas. Et de quoi a-t-il besoin maintenant? Exactement de la même chose. Il ne peut pas être tranquille dans une petite boîte en plastique qui est le berceau de la maternité. Il a besoin des bras de sa maman, de sa chaleur, de sa voix, de ses câlins. Il faut qu'elle le porte, qu'elle le berce. Sinon, si elle ne fait pas tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle, il crie. Et c'est pas qu'il a faim, c'est pas qu'il a mal. C'est juste qu'il ne sait pas parler et qu'il dit juste « je veux ma maman » ou « je veux mon papa ». Et plus on le porte, et moins il crie. Néanmoins, c'est un vrai bébé. Il n'est pas du tout en celluloïd. Et les bébés, ça crie. Parce que ça parle, parce que ça a des choses à dire. Et on voit sur cette courbe, les 2 courbes du bas, c'est des bébés qui sont portés pratiquement tout le temps. Et la courbe du haut, c'est des bébés qui ne sont pas portés. On voit que ceux qui ne sont pas portés pleurent plus, mais on voit que même ceux qui sont portés pleurent. Et ils pleurent à partir de quand? À partir de 10 jours. Et nous, les pédiatres, on aime bien quand on voit les bébés à 8 jours, les mamans et les papas nous disent « oh, il est super sympa, il est hyper calme, il pleure jamais ». Et il faut leur dire « ça va tout de suite changer, la semaine prochaine, ça va commencer ». Et s'ils sont prévenus, ça va déjà beaucoup mieux. Et après, ça crie beaucoup jusqu'à 5 semaines. Et à 5 semaines, ça diminue. Et à 3 mois, presque plus personne ne pleure. Pourquoi? Parce qu'à 3 mois, il regarde ses mains, il regarde son environnement et il est un tout petit peu plus capable de s'occuper tout seul, il a moins besoin des bras. Et c'est bizarre, parce que ces fameuses coliques qui pour moi n'existent pas, c'est à 3 mois qu'elles disparaissent. Moi j'aime bien dire que quand un bébé crie, c'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il fait. Un bébé n'a pas forcément mal, n'a pas forcément faim, mais il fait ça. Parce qu'il a besoin de parler et de s'exprimer. Son sommeil était très bizarre. Il était bizarre dans l'utérus, il va le rester longtemps, longtemps, longtemps. Le cycle de sommeil, ça, il faut bien retenir ça. Ce sont des cycles de 50 minutes qui sont regroupés en période de 2 à 5 heures. Et un bébé se réveille toutes les 50 minutes. Et parfois enchaîne plusieurs cycles. Mais il n'est pas normal qu'un bébé se réveille toutes les 50 minutes. Parfois, il est en veille calme, ça dure très très peu de temps, le moment où le bébé est réveillé et calme. Ensuite, il commence à s'agiter un petit peu, et c'est là qu'il faut lui donner à téter, parce que si on attend, il est en veille agitée, et là, il ne va plus téter. Et cette veille agitée, figurez-vous qu'elle est surtout concentrée le soir, entre 21h et minuit. Et c'est les fameux pleurs du soir qui sont inconsolables et qui sont absolument normaux. D'ailleurs, il faisait la même chose dans l'utérus, mais à ce moment-là, c'était super. Chérie, mets ta main sur mon ventre, regarde le petit pied, c'est super, c'est super. Sauf que quand il fait ça après, avec le son, c'est plus du tout super. Et pourtant, c'est exactement la même chose. Et le bébé s'endort toujours en sommeil agité. Il faut savoir que le sommeil des nouveau-nés, 60% du sommeil du nouveau-né, c'est du sommeil agité. Il fait du bruit, il grogne, il gémit. Et comme il est dans le lit à côté du lit des parents, les parents croient qu'il a mal au ventre, qu'il a des coliques, ils le prennent et ils le réveillent et on perturbe complètement son sommeil. Et le sommeil calme, ce dont tout le monde rêve, ne concerne que 40% du sommeil des bébés. Et ce n'est qu'entre 3 et 6 mois que le bébé va passer sur un rythme social de 24 heures et qu'il va être enfin réglé et qu'il va enfin pouvoir faire ses nuits. Alors oui, un bébé qui ne fait pas sa nuit 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est normal. Plus on me porte, moins je crie. Ça veut dire que on donne à manger un bébé, on allait un bébé au départ à l'éveil. C'est un rythme neurologique. Chaque fois le bébé se réveille, chaque fois qu'il se réveille, on lui donne à manger. Et ensuite, comme il n'est pas idiot, il se dit non d'une pipe, chaque fois que je me réveille, il m'arrive ce truc super qui est le sein de ma maman ou le biberon. Donc à ce moment-là, il demande. Il se réveille, il crie, c'est l'allaitement à la demande. Et à partir de 3-4 mois, la maman, elle commence à dire, bon, maintenant, tu sais t'occuper un petit peu tout seul. Attends un peu, j'ai besoin de prendre ma douche ou j'ai besoin de finir de manger. Et on passe à l'allaitement à l'amiable. Et ce sont ces parents qui
qui ne savent pas passer au bout d'un moment à une phase un petit peu plus égoïste où on a ces allaitements qui n'en finissent pas le jour et la nuit. Donc il faut du temps pour prendre les bonnes habitudes. Un bébé a besoin de tuteurs pour bien s'attacher et pour devenir autonome, libre et curieux. Il doit interagir avec ses parents, avec son papa, avec sa maman. On doit lui sourire, on doit lui parler, on doit être à l'écoute de ses besoins. Et quand on voit le décor qu'on nous a mis, je crois que c'est très symbolique de ce que doit être la parentalité. Savoir se mettre à la place d'un enfant. Vous voyez un peu ce qu'il voit, l'enfant. Donc, quand il entend un bruit et qu'il est effrayé, quand il fait ce que vous appelez une bêtise, il ne sait pas que c'est une bêtise. Il ne faut pas le gronder. Mettez-vous à sa place. Et qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Et qu'est-ce qu'il voit quand il voit une chaise aussi grande et une table aussi grande? Peut-être il a peur. Donc mettez-vous tout le temps à la place de votre enfant pour voir ce qu'il ressent. Voilà. Et c'est comme ça que se construit une famille. Pour avoir confiance plus tard dans la vie, il a besoin de la confiance de ses parents. Mais il faut que ses parents aient confiance en eux. Il faut qu'ils aient confiance en lui. Et comme le disait Madame Molena, parfois c'est difficile la vie et parfois on n'a pas confiance en soi. Et c'est pour ça qu'il y a des visites pour suivre la croissance du bébé. C'est pas juste pour le peser, c'est pas juste pour le vacciner. C'est parce que le médecin va vous demander comment vous allez avec ce bébé et comment ça se passe à la maison. Et c'est là qu'il faut lui dire tout qu'il faut lui dire, toutes les questionnements que vous avez, toutes les craintes que vous avez. Et il vous dira votre bébé va très bien, donc vous êtes des super parents. Et même si vous vous trompez, même vous faites des erreurs, vous êtes des super parents parce que vous êtes ses parents à lui. Voilà, et j'ai pas résisté au plaisir de vous mettre ma petite fille parce que quand elle est sortie de la maternité, on n'avait pas encore descendu le couffin du grenier, alors on l'a mis dans un panier. Et voilà, c'est exactement ce qu'il faut pas faire parce qu'un bébé, ça doit dormir dans un lit sans couverture. Et c'est pour vous montrer que des fois on fait des trucs qu'il faut pas, mais que c'est la vie. Vous pouvez essayer avec un... Oui, applaudissez le docteur Salinier. Merci. J'allais faire une blague sur un sac Carrefour, mais je pense que c'est moins confortable. Ce serait pas drôle. Alors, ça y est, on va pouvoir délibérer. Et justement, c'est la régie qui se retrouve juste derrière vous qui va faire ce gros travail avec l'excellente Pandora et qui va calculer les classements d'équipe. Et pendant ce temps-là, je vais rappeler donc tous les professeurs et les docteurs à mes côtés. Venez me rejoindre. Si vous avez des questions, c'est maintenant que ça se passe. Ils vont répondre à toutes vos questions. Venez, rejoignez-moi. Je vous assure, vous avez le droit de revenir à mes côtés. N'hésitez pas, levez la main et on va passer parmi vous. Il y a 2 jeunes filles ou une peut-être qui va courir partout. Elles sont peut-être 2, elles sont 2, voilà. Une question par ici. N'hésitez pas à prendre les micros si vous avez besoin. On vous écoute. Je voulais savoir, au niveau des purificateurs d'air, on a dit tout à l'heure que c'était pas terrible. Pourquoi en fait ? Il y a plusieurs raisons. Alors, on va faire court. Il y a plusieurs familles de purificateurs. En réalité, le plus efficace, d'abord, c'est de compter sur l'aération que vous pouvez faire en ouvrant vos fenêtres et la ventilation qui est installée dans votre logement. Alors, il y a toute une famille de purificateurs qu'il faut ne pas utiliser. C'est tous les produits qu'on vous dit purificateurs. Parce qu'en fait, vous rajoutez un produit dans l'atmosphère. Au mieux, il va être masquant d'odeurs. Au pire, vous allez rajouter des odeurs et finalement, vous n'allez pas arriver à ce que vous comptez faire, c'est-à-dire diminuer la concentration. Ensuite, il existe toute une gamme que vous pouvez acheter sur le net, vous allez en trouver beaucoup, de purificateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, ces purificateurs ont une certaine efficacité, mais il y a encore un certain nombre de questions qu'on se pose sur ces purificateurs. C'est notamment, lorsqu'ils vieillissent, comment évolue leur efficacité, et certains process vieillissent assez vite. Alors ce vieillissement, c'est de l'encrassement souvent. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, quand vous avez votre appareil qui s'encrasse, il va générer de lui-même des polluants, parce qu'en fait, toutes les réactions de destruction des polluants à l'intérieur vont plus bien se faire. Et c'est comme quand votre appareil, votre chauffage s'encrasse, il va produire des polluants supplémentaires. Eh bien, les purificateurs, c'est pareil. Alors c'est un peu ambigu parce que certains d'entre vous, par exemple, s'ils travaillent dans certains secteurs industriels, vont me dire mais on a des purificateurs, ça marche très très bien. Oui, c'est parfaitement vrai.
Et simplement, ce qu'on connaît en secteur industriel, moi j'ai développé des prototypes industriels, notamment de biofiltration, c'était très stable, ça marche très bien. Le problème, c'est qu'à la maison, ça n'a rien de comparable. On n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes quantités, et on n'a surtout pas la même régularité qu'en industrie. Et c'est la translation des appareils industriels dans l'air intérieur qui n'est pas faite. Le dimensionnement, ce n'est pas une simple division par 2, par 3 ou par 4. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc actuellement, il existe sur le marché des appareils qui ne sont pas parfaits et qui n'ont pas l'efficacité d'une très bonne aération. Donc ça ne sert à rien pour l'instant. Alors il y a des environnements qui sont très confinés, très particuliers, où vous ne pouvez pas ouvrir, où il y a tout un tas de contraintes. Là, on peut proposer des solutions techniques, mais elles sont quasiment faites à façon. Et puis il y a quelque chose, alors là, ce n'est pas provocateur parce que c'était l'un des objets de travail de mon laboratoire. Vous pouvez voir sur tout un tas de sites que les plantes dépolluent. Elles ne dépolluent pas. Je vous le dis, c'est 10 ans de travail. Donc elles ne dépolluent pas. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres... Oui. Oh là là, qui se réveillent tous. Allez-y. Du coup, moi j'ai une question pour le professeur Storm. Vous parliez effectivement des besoins en acide folique et de la vitamine D. Pour la vitamine D, si on est enceinte en hiver, et dans le nord, malheureusement on n'a pas de soleil. Alors, mis à part s'exiler dans l'hémisphère sud et avoir du soleil, quelle est l'alternative la plus efficace ? Là, actuellement, il faut suivre la recommandation du Collège national des obstétriciens, qui est de proposer une ampoule d'UV-dose de vitamine D à 28 semaines, 28-30 semaines, une dose à cet âge-là. Alors c'est vrai que dans d'autres pays, notamment nord-américains, ils proposent une supplémentation quotidienne de vitamine D, un peu comme on le fait chez le nourrisson, pendant toute la durée de la grossesse. En France, la recommandation actuelle, peut-être qu'elle va évoluer, c'est une dose de 100 000 unités de vitamine D. Merci. On a une autre question ici, et après ce sera à vous, je vous promets. Bonjour, j'ai une question pour le professeur Cuny. On a parlé des polluants. Par contre, est-ce qu'on n'a pas du tout abordé les ondes Wi-Fi ? Je travaille au niveau informatique, je travaille au milieu de plusieurs ordinateurs qui chauffent, donc il y a de la poussière qui est générée, et le Wi-Fi, et en plus je porte un bracelet connecté. Est-ce que ça cause des problèmes sur la conception de la grossesse et le suivi de grossesse ? Alors pour l'instant, par rapport à ça, on n'a pas vraiment de données. Il y a certaines ondes ultra basse fréquence, donc c'est pas celles dont vous parlez, qui ont été classées cancérigènes avec une certaine, un certain flou, puisqu'en fait c'est un cancérigène possible pour l'instant. Et pareil pour, alors il y a les ultra basses fréquences et les fréquences un peu plus hautes qui sont cancérigènes possibles. Pour les ondes Wi-Fi, pour l'instant, on n'a pas une donnée excessive. Alors, après, vous pouvez avoir différents types de comportements. Il peut y avoir simplement un principe de précaution. Et de dire, je vais limiter, parce qu'en fait, s'extraire complètement des ondes électromagnétiques, actuellement, ça devient très compliqué, puisque même sans vos appareils personnels, vous baignez dans des champs électromagnétiques. Donc, on peut déjà limiter l'exposition en principe de précaution, et de fait, si vous n'avez pas un besoin absolu de votre bracelet connecté, c'est un fait. Maintenant, pour les ordinateurs, c'est à peu près la même chose. Vous avez vos besoins et votre vie professionnelle, donc je pense que là... puis ensuite, c'est de voir... C'est comme quand on parle des produits, hein. C'est en fait de dire, voilà, je les utilise parce que c'est vie réelle compatible et que de toutes les façons, je dois bien travailler, je dois bien... Mais ensuite, à partir du moment où j'en ai plus un besoin pour ma vie professionnelle, c'est de limiter l'exposition. C'est un principe de précaution. Maintenant, vous assistez sur un autre point, c'est que c'est vrai aussi que dans l'environnement de ces appareils-là, vous avez d'autres polluants plus classiques, les poussières, etc., ce qui finalement converge vers exactement la même chose.
C'est que vous n'allez pas vous séparer de ces outils qui vous sont indispensables pour votre vie professionnelle, mais peut-être les utiliser plus rationnellement et peut-être, je ne sais pas, si le soir vous aviez l'habitude de finir la soirée ou de passer une partie de la soirée sur une tablette, etc., peut-être que pendant la grossesse, ne plus le faire, c'est limiter l'exposition. Pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, pour cette précaution-là, de gros travaux faits sur le Wi-Fi et sur ces possibles conséquences sur la grossesse et ne serait-ce même sur la santé en général. Merci. Laurent a une question. Oui, et c'était par rapport au label dont vous parliez tout à l'heure, sur les désodorisants, etc. Les quoi? Les désodorisants. Alors, en fait, c'est un étiquetage qui existe depuis 2012 sur un certain nombre de matériaux de construction et qui est appelé à s'élargir. Alors, en fait, vous avez tous en tête, je suis persuadé, les étiquetages de consommation d'énergie des appareils. Vous regardez A, B, C, D, et ben en fait, c'est la même charte graphique. Donc, on a fait un sondage, et souvent on confond, le grand public, on confond les deux étiquettes. C'est la même charte graphique, simplement, vous avez donc A+, A, B, C, le A+, étant le moins émissif, le C, le plus émissif, et puis vous avez une maison avec un petit nuage. Alors là, en ce moment, vous pouvez, dans tout un tas de magasins de bricolage, acheter des matériaux et des produits qui sont catalogués A+. Il y a des peintures, des revêtements, etc. Et dans quelques années, puisque la réforme est dans les tuyaux, mais le tuyau a la longueur qui varie, les meubles devraient commencer à être étiquetés aussi. Donc, et vous pouvez, alors évidemment, le conseil, c'est de choisir du A+, qui sont... Alors, il y a un vrai saut qualitatif entre le A+, et le A, donc on conseille le A+. Alors, ce n'est pas tous les polluants de la planète, évidemment, ce sont surtout les composés qui sont les plus volatiles, mais c'est un très bon indicateur quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah, comment elle s'appelle? Vous êtes sa femme? Valérie. Sa femme? Oui. D'accord. Moi, c'est Valérie. C'était plus sur du coup les préparations à l'accouchement. Est-ce que la place d'un aîné peut se trouver dans les cours de préparation à l'accouchement? Si oui, à partir de quel âge et de quelle manière? C'est une bonne question. Et pourquoi? Pour le préparer? Quel est l'objectif? Parce qu'il fait partie de la famille et que... Oui, non, c'est pour ça que je vous posais la question, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'on en attend? Et qu'est-ce que... Alors, ils ne sont pas à la même place, les parents et l'enfant. L'enfant, il va avoir un petit home teacher. Les parents, eux, doivent donner naissance à un enfant. La maman doit accoucher de cet enfant. Donc, ils ne sont pas du tout à la même place. Alors, si il est important pour ces parents que l'enfant, à un moment... ce qui est intéressant, c'est qu'il rencontre le professionnel qui va aider ses parents à mettre cet enfant au monde. Ça, c'est parce que ça lui donne des images. Et il n'a pas lui, il a exprimé qu'il avait besoin de se préparer. C'est une vraie question, hein, c'est comme les enfants en salle d'échographie. Pourquoi faire, hein, c'est-à-dire, ça nous oblige à réfléchir. Mais de quoi a besoin un enfant? Il a besoin de sentir que ses parents sont ensemble, dans la meilleure harmonie possible, que s'ils sont en difficulté, ce qui peut arriver, ils ne sont pas tout seuls, ils peuvent en parler avec un professionnel et être entendus, qu'il n'ait pas à porter ça lui. Et après, se préparer, il va se préparer tout seul. Il n'a pas besoin d'être forcément physiquement là. Mais après, vous savez, tout est... Bon, si pour des parents, c'est important. Mais, moi, je vais défendre un petit peu la position du professionnel. Pour l'échographie, ça a été beaucoup travaillé. Un examen qui est un examen médical où on va possiblement trouver une anomalie, pour le médecin qui est là, c'est vraiment que l'enfant soit là. Puis ça n'a pas de sens. L'enfant, on va lui parler du bébé, il va fantasmer, il va imaginer. Alors, dans salle de naissance, les parents et le professionnel rentrent dans une certaine forme de proximité et intimité, c'est peut-être un grand mot, mais c'est pas la même chose le travail que va faire la sage-femme en général avec ce couple et ce dont un enfant pourrait avoir besoin pour se préparer. C'est pas les mêmes niveaux. Moi je dirais que
Il vaudrait mieux que le médecin traitant ou le pédiatre, s'il y a déjà un pédiatre dans la famille, si les parents se posent des questions sur comment il va réagir notre enfant, puisse avoir quelques mots. Ce qui commence à se faire beaucoup d'ailleurs quand les parents rencontrent un pédiatre pendant la grossesse, parce que si ou là, ce qui se fait de plus en plus, le pédiatre peut être attentif aux questions d'un adolescent ou expliquer. Ou s'il y a un petit frère qui est en unité kangourou ou en pédiatrie, là, on va dire à l'enfant aîné, on va expliquer ce qu'a son petit frère. Mais ce n'est pas les mêmes niveaux. Il y a beaucoup de livres aussi. Alors, encore une fois, il n'y a pas de rigidité à avoir. Mais bon, ce ne sont pas les mêmes niveaux. Oui ? Il y a beaucoup de livres qui peuvent être support d'une discussion pour le grand de l'attente du petit. Et lesquels ? Laurent. Vous allez sur le site Mpédia et il y a des listes. Qui s'appelle Sur les genoux de maman, que je trouve très très beau. C'est la maman qui veut prendre son aîné, mais l'aîné il veut le doudou, donc il va chercher le doudou, puis il veut aussi le camion, alors il va chercher le camion, et puis il veut aussi. Puis on se rend compte que sur le genou de maman, et finalement il y a plein de monde. Juste pour terminer, parce que c'est qu'il faut laisser à l'enfant son imaginaire. Les parents ont besoin d'informations concrètes, ils ont besoin d'être entendus en tant que futurs parents. Puis l'enfant, voilà, alors les livres, le laisser rêver, le laisser être ambivalent par rapport à ce petit qui va arriver, et que ça soit respecté, qu'il puisse en parler, mais voilà, ne pas mélanger. Merci beaucoup. Encore une question ? Non ? Allez-y, sinon il y a encore... vous avez un prénom quand même, parce que je ne vais pas dire juste la femme de Laurent. Valérie. Valérie, oui, mais elle n'a pas envie de retenir le prénom. Valérie, c'est encore à vous. Plus sur l'alimentation, tout à l'heure, vous parliez des oméga 3, en disant que notamment le saumon en était porteur. Nous, lors de la diversification alimentaire de notre fille, on nous a déconseillé le saumon parce qu'il était justement trop gras. Alors pourquoi on nous le préconise pendant la grossesse et qu'on le proscrit pendant les premiers mois? Les études, effectivement, que je vous ai montraient le bénéfice. Non, je réponds pour la grossesse. Les bénéfices sont effectivement démontrés pendant la grossesse et respectent les recommandations du PNNS. Pour l'enfant, là, je n'ai pas la réponse. Je crains que les conseils que vous ayez eus n'étaient pas adaptés. Il n'y a aucune raison d'empêcher les enfants de manger du saumon. C'est du sévice à enfants, ça. Non, il n'y a aucune raison. Aucune, vraiment, aucune. Les enfants, en général, mangent peu de graisse les 3 premières années, donc c'est absolument pas un problème. Et le saumon, c'est parfait pour le petit, voilà, pas de problème. On va prendre une dernière question avec monsieur. J'en ai 2 en fait. La première, vous êtes embêtant, vous. Oui. Allez-y. On a entendu tout à l'heure qu'il y avait une classification pour les matériaux. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'il existe des sites qui répertorient un petit peu tous ces perturbateurs et qui nous permettent peut-être de choisir plus facilement dans les magasins voilà. Et la deuxième, une question un peu plus légère. On a parlé d'alcool. Est-ce que l'alcool cuit, puisque j'aime bien cuisiner, est-ce que l'alcool cuit est recommandé ou pas? Personne ne veut s'y coller? Qu'est-ce qui se passe? En cuisant l'alcool, on diminue l'alcoolémie, la quantité d'alcool, donc ça devient acceptable. Ça devient acceptable. Après, par contre, je vous laisse les perturbateurs. Sur les perturbateurs endocriniens, ça va être moins réjouissant, en fait. Oui, il existe des sites, énormément de sites. C'est parce que des perturbateurs endocriniens, il y en a beaucoup. Je pense qu'il ne faut pas... je crois qu'il ne faut pas... Enfin, vous pouvez, évidemment, vous allez en trouver plein. Il y en a plein, Internet. Maintenant, il faut savoir quoi en faire de cette information. Et finalement, après, ça va vous demander une étape de lire toutes les étiquettes, de lire... et là, bon, ça va être difficilement gérable. Moi, je vous suggère d'avoir la stratégie inverse, c'est-à-dire
d'avoir une vision peut-être un peu plus globale. Parce que des perturbateurs endocriniens, globalement, vous allez en trouver dans les cosmétiques, vous allez en trouver dans les produits d'entretien, vous allez en trouver dans un certain nombre de plastiques, etc. Et donc, il y a des petits réflexes que vous allez trouver facilement. Ben, on ne cuit pas dans du plastique, par exemple. Et là, vous allez être déjà beaucoup plus tranquille. Vous pouvez stocker à froid dans du plastique, ça ne posera pas de problème. Mais on ne cuit pas dans du plastique. Alors, s'il y a des gens qui connaissent bien, en fait, les plastiques sont tagués avec un certain nombre de symboles et qui vous montrent quelle est la nature du matériau. Alors, si vous voulez, vous pouvez même trouver ça. Il n'y a pas de difficulté. Maintenant, il faut regarder tous les plastiques qu'on a chez soi. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère dire, vous ne cuisez pas dans un plastique, vous êtes tranquille. Vous cuisez dans du verre, vous qui êtes cuisinier, dans du cuivre ou Si vous prenez du Tefal, faites attention qu'il ne soit pas abîmé. Parce que là aussi, il y a des perturbateurs endocriniens. Les cosmétiques, le moins, c'est le mieux. Voilà. En moyenne, et il n'y a pas de différence de sexe, on utilise une 20aine de produits cosmétiques par jour, par personne, voilà, en France. On peut réfléchir à peut-être diminuer un petit peu la voilure. Voilà, ça fait partie des exemples. Donc, c'est plus des choses comme ça que de vouloir traquer tous les produits sur les étiquettes. Après, si vraiment vous voulez, oui, vous allez trouver les bases de données. Hein. Pour les cosmétiques, par exemple, il y a tout un site qui répertorie ça, sans problème. Juste pour compléter la réponse du professeur Cuny, on a une page Facebook. Donc moi, je m'appelle Camille G, je suis chargée de prévention à la Mutualité Française Hauts-de-France. Vous allez pouvoir me retrouver après sur les stands. Je coordonne un projet qui s'appelle Femmes enceintes, environnement et santé avec la PPA, donc Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Et on a une page Facebook et on parle de tout ça et on relaie tous les conseils dont le professeur Cuny vient de parler. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du projet FAIT pour avoir plus d'informations. On va tout de suite passer à un moment que vous attendez tous, le moment de découvrir l'équipe qui a donc remporté le premier défi des 1000 premiers jours. Alors, est-ce que c'est l'équipe violette, bleue ou jaune? Déjà, juste une tendance, mais ça, c'est pour moi. Vous pensez que quelle équipe a gagné? C'est les bleus? Jaunes? Il y a des enfants là-bas, c'est les jaunes qui ont gagné, c'est ça? Ouais? Et du côté des violets? Non, mais oui, c'est nous. Ah, on va aller loin dans la vie, madame. Alors, mieux que des mots, la réponse qui va s'afficher sur les écrans, l'équipe gagnante est donc